on l'avait découvert chez les hamsters. Et ce cancer était 13 fois plus fréquent chez les enfants nés de mères vaccinées par rapport aux enfants nés de mères non vaccinées. Alors après, plus tard, on a découvert, quelques années plus tard, on a découvert, c'est un dénommé Farwell qui a découvert ça, que le SV40 traverse le placenta. Conséquence, ce virus se retrouve dans l'embryon. Et par conséquent, il peut se transmettre d'une génération à l'autre à travers le placenta. Ensuite, on a fait des découvertes qui, vous avez rappelé à l'instant, qu'il est présent dans de très nombreux cancers, et en particulier, la grande découverte, ça a été de le trouver dans les mésothéliomes, qui ont défrayé la chronique à propos de l'amiante. Mais il y a des tas de très nombreux mésothéliomes dans lesquels on n'a pas trouvé d'amiante, mais où par contre on a trouvé des éléments provenant des SV40. Alors peut-on dire qu'aujourd'hui, ce virus SV40 est un accident de vaccination qui a introduit une pandémie mondiale? Alors on peut considérer, la dernière étude qui a été faite par Carbone au début des années 2000 a montré qu'on trouvait, mais je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'on trouvait des SV40 dans certains globules blancs de la circulation sanguine, et qu'on le trouvait également dans le sperme de certains hommes. Ce qui veut dire qu'il a pu être transféré par la transfusion sanguine, puisqu'on le trouve dans les globules blancs, qu'il a pu être transféré par les relations sexuelles. Ce qui veut dire qu'actuellement, et l'auteur de cette publication disait clairement, le SV40 est passé dans la population générale. C'était une pandémie. Et bon, alors il est évident que ceci est quelque chose d'extrêmement grave, dont on ne parle d'ailleurs presque jamais, sauf dans les publications spécialisées. Mais il est clair aussi qu'il y a peut-être d'autres SV40 dans la nature. On ne les connaît pas tous. Parce que justement, ce qui est très ennuyeux, c'est que lorsque on fait des cultures sur cellules vivantes, en particulier originaires des singes, eh bien, il y a la nécessité de supprimer autant que faire se peut tout ce qui vient de ces cellules pour garder uniquement le principe actif. Alors, je vais utiliser un vocabulaire antique de la vaccination. Et là-dessus, ça oblige les fabricants de vaccins à utiliser toutes sortes de produits, des antiseptiques, des antibiotiques, des antibactériens, du bore, le borax. Le borax, alors ça, c'est un produit qui est utilisé dans nombreux vaccins. Et ce bore est quelque chose qui est un poison hautement violent, le borax. Alors, pourriez-vous juste faire une parenthèse sur le borax? On va en revenir après. Oui, on pourra revenir sur les éléments qui sont présents dans une ampoule vaccinale. Alors, il y a entre autres ce qu'on appelle un conservateur. Alors, un conservateur, ça sert à quoi? C'est tout simplement pour empêcher, à la fois au cours de fabrication et dans le produit final, le développement de parasites, de moisissures, de bactéries, etc. Donc on met un produit qui va empêcher ce développement. Alors c'est soit un dérivé du mercure, dont on pourra reparler également abondamment tout à l'heure, soit le borax. Alors le borax, c'est le conservateur qui est utilisé pour le vaccin Gardasil qui a été recommandé donc contre le papillomavirus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui impose que le borax, c'est du borate de soude sur le plan chimique, doit être transporté dans des récipients portant le logo à tête de mort. Déjà, c'est rassurant. Et en plus, avec deux références qui sont intitulées R60 et R61, qui signifient en clair, R60 peut altérer la fertilité et R61 peut altérer le développement du fœtus pendant la grossesse. Alors, je trouve que c'est absolument impensable d'utiliser un tel conservateur dans un vaccin qui est destiné aux voies génitales de la femme, puisque ça touche la fertilité et ça touche le développement de l'embryon. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et ce qui me fait penser à la dangerosité de ce produit, c'est l'histoire du Distilben. En deux mots, vous vous souvenez peut-être que dans les années 60-70, de nombreuses femmes ont pris un médicament qui est une sorte d'hormone de synthèse qu'on appelait le Distilben, et qui a provoqué chez elles, c'était théoriquement pour éviter les fausses couches, mais ça a provoqué chez nombre de ces femmes le développement de cancer des voies génitales. Bon, jusque-là, on peut dire, oui, c'était malheureusement un produit qui avait un caractère cancérigène. Mais ce qui est plus grave, c'est que les filles nées de ces mères, qui elles n'ont pas pris ces jeunes filles n'ont pas pris de Distilben, ont eu également des cancers des voies génitales et ont eu beaucoup de mal à conduire une grossesse. Et aujourd'hui, on en est à la 3e génération
des petites filles et des petits garçons de ces femmes des années 60 qui avaient pris donc du Disilben et qui se retrouvent aujourd'hui, donc ces petits-enfants, avec des anomalies de l'appareil génital. Et vous pensez que le borax pourrait donner des... Ça paraît logique, parce que ce borax est absolument interdit, même en dose infinitésimale, dans l'alimentation. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on le retrouve dans les vaccins. Il y a le mercure, bien sûr, on viendra sur tous ces adjuvants, mais peut-être est-ce l'occasion, à ce moment-là, pendant qu'on est dans les différents composants qui viennent de la fabrication du vaccin, l'origine suspectée du sida. Parce que, si vous voulez, on est dans un peu de la fiction, au sens que personne n'a jamais réussi à rien prouver. Mais on suspecte, beaucoup de gens ont suspecté le sida d'avoir comme origine les vaccins anti-poliomyélite. Est-ce que vous pourriez commenter ça? Alors là, les commentaires sont multiples parce qu'il y a plusieurs théories sur l'origine possible du sida. Bon, celle effectivement que je développe dans mon livre, qui a été également développée par un auteur prolixe qui a écrit un bouquin sur ce sujet, mais qui est très volumineux, et il a beaucoup enquêté en Afrique là-dessus. L'une des hypothèses relie effectivement le développement du sida au vaccin anti-polio. Dans les années 50, il y avait la guerre entre les chercheurs pour mettre au point un vaccin. C'est le vaccin de Koprowski. Alors, les deux premiers qui ont gagné la bataille, si j'ose dire, c'est Salk pour le vaccin injectable, le vaccin inactivé, et Sabin pour le vaccin oral, qui est un vaccin atténué, mais qui est vivant. Et il y avait un troisième auteur qui cherchait lui aussi à faire un vaccin qui s'appelait Koprowski. Et Koprowski a fait des essais sur 200 ou 250 000 personnes dans l'est du Congo, et puis la région du Burundi, du Rwanda, enfin l'est de l'ancien Congo belge, qui est aujourd'hui le Zaïre. Et c'est là qu'ont explosé les premiers cas de sida. Alors c'est-à-dire c'est en 58-60, le vaccin oral de Koprowski qui était sur la souche SHA-10A11, eh bien, a été utilisé au Rwanda-Burundi, donc pour une vaccination de masse contre la poliomyélite, et d'un seul coup, on a vu exploser dans cette région le sida. Alors, dans un premier temps, apparemment, les choses seraient restées un peu dormantes. Et ce qui a réveillé ce virus, donc vraiment, pour donner cette explosion de sida, eh bien, ce seraient les dernières campagnes de vaccination antivariolique qui ont été faites dans les années donc 60 et jusqu'aux années 70. Et les choses se seraient ensuite passées de la façon suivante. Le sida donc se serait répandu dans ce qui était le Congo belge à l'époque. Sur ces entrefaites, les Noirs africains se sont révoltés contre les Belges et les ont donc chassés de leur pays. Mais comme ces Belges occupaient des postes plus ou moins importants, qu'il fallait bien les remplacer, on a fait venir des Haïtiens. Pourquoi des Haïtiens ? Bien, premièrement parce qu'ils sont noirs, donc ils pouvaient mieux s'entendre avec la population locale. Et d'autre part, les Haïtiens sont francophones. Donc ça permettait de résoudre le problème de la disparition des techniciens belges. Moyennant quoi, les Haïtiens ont bénéficié, entre guillemets, des mêmes séances de vaccination que les autochtones. Ils ont donc également récolté le virus du sida en même temps. Et lorsqu'ils sont rentrés en Haïti, bien, ils ont ramené le sida avec eux. Et dans cette hypothèse donc sur l'origine du sida, c'est le tourisme homosexuel qui aurait fait le reste, c'est-à-dire le tourisme américain en Haïti, qui est bien connu, et ensuite le tourisme... Oui, mais alors ça c'est sur l'évolution secondaire, mais en fait, il y a également l'utilisation du vaccin de Koprowski, qui a montré en Suisse et en Suède une prévalence accrue du sida. Et également, il y a le cas aux États-Unis, en 1974, vous aviez un vaccin contre l'herpès génital qui a été fabriqué à base de vaccins antipolioméliques oral. Et cette utilisation de vaccins contre l'herpès génital, il faut dire c'est une maladie sexuellement transmissible qui, pour des raisons simplement de vie... disons, de cette communauté, atteignait de façon plus importante les communautés homosexuelles que les autres. Et ceci a coïncidé avec un démarrage en flèche de l'épidémie
de sida dans les communautés homosexuelles américaines. Alors, il y a une